Bonjour, bon dimanche, bonjour, comment vous allez? C'est vraiment bizarre parce que là, j'ai un nouveau téléphone et je savais pas que ça fumait proche comme ça. Donc, je suis vraiment mal à l'aise. Mais bon, on va faire avec ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Et je sais qu'on va commencer aussi un très bon début de semaine. Donc, on va commencer déjà parce qu'on est très en retard et on est dimanche. Il faut qu'on aille se reposer quand même. Alors, même le cours, là, ça ne va pas durer longtemps. C'est vraiment, on va faire ça rapide, pratique et... Ouais, pratique et rapide. OK? Donc, dernier cours, on a parlé de 3 formes de levier. Le levier financier, le levier fiscal et le levier des personnes. OK? On avait vu que tu peux manquer du levier financier, tu peux manquer du levier fiscal, mais si tu ne manques pas de levier humain, tu peux réussir dans tout ce que Dieu t'appelle à faire. Aujourd'hui, on va parler de 3 types d'actifs. Parce que maintenant qu'on a vu les leviers, maintenant on sait que, OK, le levier nous aide à créer de la richesse, le levier nous aide à bâtir de la richesse. Et maintenant, c'est quel actif qui existe, qui contient ce type de levier-là, qui va faire en sorte que tu vas arrêter de travailler à la sueur de ton front, même si on est tous appelés à travailler à la sueur de son front, mais au moins, tu auras un levier, tu sais qu'au moins, tu auras investi dans un actif qui comporte les leviers qu'on a parlé, qui comporte les leviers, qui contient les types de leviers qu'on a discutés ensemble au cours passé. Donc, on va faire ça ensemble. On va commencer. Le premier. OK, je sors mes notes ici. Donc, le premier type d'actif qu'on a, OK, ce sont les actifs liquides, les actifs papier. En anglais, on appelle ça paper assets. Salut Marie, comment tu vas? Contente de te voir. Donc, premier actif qu'on a, c'est les actifs paper assets. Donc, les actifs papier, en gros, c'est la liquidité, c'est du cash. OK? Que ça, c'est du cash. Ça peut être donc de l'argent, ça peut être des stocks, des actions, des obligations. Tout ça, c'est dans la même catégorie que les actifs papier. Donc, on va voir les pour et les contre en fait. On va voir les avantages et les désavantages de ces 3 types d'actifs-là. Mais ces 3 types d'actifs-là, ce sont des actifs que tu devrais investir dedans pour voir ta situation financière s'améliorer. Donc, le premier actif que je parlais, justement, l'actif papier. Ce qui est avantageux en fait avec les actifs papier, c'est que le principal avantage, c'est que c'est facile d'accès. C'est très facile d'accès. Si demain tu dois en vendre ou tu dois en récupérer à la banque ou tu dois en acheter, c'est très facile d'accès. Il n'y a pas beaucoup de barrières d'entrée et de barrières de sortie pour ces genres d'actifs-là. OK? Ensuite, ça procure une paix et de la sécurité. Parce que bien sûr, si dans ton compte de banque, tu as 1 million, 3 millions de dollars qui est assis dans ton compte de banque, veux pas, tu as une certaine paix d'esprit qui est accompagnée par cela. Pourquoi? Parce que tu sais que, OK, je sais que j'ai un coussin financier qui fait en sorte que si les jours allaient un peu moins bien, je sais qu'au moins j'ai quelque chose. Je ne perds pas tout, j'ai encore quelque chose à côté. Et cette sécurité-là, ça fait quoi aussi? Ça fait en sorte que tu peux prendre des actions, tu peux prendre plus de risques. Des choses que peut-être avant tu aurais peur de faire. Peut-être tu avais des projets que tu avais peur de te lancer dedans. Mais si tu savais que tu avais une grande somme d'argent qui était dans tes comptes d'investissement, tu sais que tu sais que, OK, je peux risquer de partir ce projet-là parce que je sais que de toute façon, j'ai quelque chose, j'ai une certaine sécurité. Et c'est assez puissant parce que quand même, à travers ça, ça fait en sorte que justement, tu n'as plus peur d'être qui tu es supposé d'être. Tu n'as plus peur de marcher dans l'identité que Dieu t'a créé à être. Tu n'as plus peur à faire des actions qui étaient dans ton cœur, qui étaient dans ton esprit depuis des années parce que tu avais peur que, OK, mais si ça ne fonctionne pas, je perds tout. Si ça ne fonctionne pas, je vais me retrouver dans une situation pire que là où j'étais. Donc, c'est ça vraiment l'avantage avec les actifs de forme papier, les actifs liquides, c'est que ça procure vraiment une paix, une sécurité. Tu sais que ton argent est placé et que ça va produire du rendement. Donc, que tu mettes une action ou pas,
l'argent va produire du rendement, n'est-ce pas? Et tu sais que si tu as besoin d'agir rapidement, s'il arriverait une urgence ou tu as besoin d'agir rapidement sur un projet, tu sais que cet actif-là, tu peux être en possession de ça dans les quelques heures ou les quelques jours qui vont suivre. Donc, tu n'auras pas besoin de passer par un courtier pour vendre, etc. Non, tu vas juste à la banque, tu fais une demande de retrait et dans les prochaines heures ou les prochains jours, dépendamment du type d'investissement que c'est, tu auras accès à tes fonds. Et c'est ça, donc en gros, c'est ça, donc ça te permet d'agir rapidement pour que tu puisses justement semer dans des projets, semer dans des opportunités, semer en des personnes, si c'est pour des personnes qui sont en difficulté, par exemple, tu sais que tu as accès à de la liquidité rapidement pour semer dans des personnes. Tu vois un peu? Le désavantage, ok? Le désavantage, par contre, c'est que la liquidité peut perdre de la puissance à cause de quoi? De qu'est-ce qu'on a vu? De l'inflation. Ton argent peut perdre de la puissance à cause de l'inflation. Donc, si ton argent n'est pas placé avec du bon rendement, si tes rendements sont faibles, ton argent va grandir beaucoup trop lentement et l'inflation va venir manger ce rendement-là. C'est là que on l'avait vu déjà dans les cours passés, la règle de 72. C'est exactement là où la règle de 72 va s'appliquer, dans les actifs papier. Quand tu as des actifs de forme papier, du cash, la règle de 72 est primordiale parce que si tu fais 72 divisé par ton taux de rendement, ça va te donner le nombre d'années que ça va te prendre avant que ton investissement double, avant que cet actif papier double. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, du 2% d'intérêt, du 2% de rendement que les banques donnent, 72 divisé par 2, c'est 36 ans. OK? Ça va prendre 36 ans avant que l'argent qui est dans ton compte de banque double. Moi, il ne me reste plus beaucoup de périodes de 36 ans. Je ne sais pas pour toi. Mais pour moi, en tout cas, il ne me reste plus beaucoup. OK? Donc, ce n'est pas ce genre de rendement-là que tu veux. Et ce n'est pas nécessairement ce genre d'actif-là que tu vas vouloir mettre la priorité dessus. Si ça te donne un rendement de 20%, à 20%, on parle de 3 à 4 ans. Ça va doubler à chaque 3 à 4 ans. C'est à peu près 3,6, donc 3 à 4 ans. Donc ça commence à devenir intéressant. Des périodes de 3 ans, il m'en reste encore, par la grâce de Dieu, bien sûr. Il m'en reste encore, il nous en reste encore. Il nous reste 10 fois plus de périodes de 3 ans à vivre que des périodes de 36 ans. Donc, ça, c'est vraiment le plus gros désavantage de l'actif papier, c'est que si l'investissement ne produit pas des rendements assez élevés, l'inflation va venir manger tes rendements et ton actif perd toute sa puissance. Ton actif perd toute sa puissance. Le deuxième actif, OK, qu'on va parler, c'est l'immobilier. Deuxième actif, donc c'est l'immobilier. En gros, OK, ça devient vraiment beaucoup plus intéressant. Et on commence vraiment à voir du concret. Parce que l'immobilier détient plusieurs types de leviers qu'on a parlé. Si on parle d'immeuble locatif, OK? Déjà, il y a le levier fiscal qui est accompagné par ça. Tu as des dépenses qui sont liées à ton immeuble. Oui, tu as des revenus par rapport à l'immeuble, mais tu as beaucoup de dépenses qui sont liées à l'immeuble. Et toutes ces dépenses-là peuvent être déductibles. Donc, tous les intérêts payés sur l'hypothèque, tous les frais de maintenance, les frais d'électricité, les réparations, le déneigement, la toiture, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont déductibles d'impôts. Et comme ça vient déduire ton revenu, ça fait en sorte que finalement, ton montant d'imposition diminue ou même, tu pourrais avoir un remboursement d'impôts. Donc ça, c'est le premier avantage avec l'immobilier au niveau du levier fiscal. Par la suite, et je parle vraiment de l'immeuble locatif parce que une personne qui vit dans sa maison ne pourra jamais déduire ses frais d'entretien. OK? Si tu as une maison, tu ne peux pas déduire tes frais d'entretien. C'est un peu comme si une personne qui vit dans un appartement voulait venir déduire ses frais d'électricité et tout dans ses impôts. Non. Les frais que tu engendres pour pouvoir te loger personnellement, tu ne peux pas rentrer dans tes impôts. Mais si c'est locatif, maintenant, tout d'un coup, on peut le mettre dans les impôts. Un autre point qui est vraiment puissant, c'est que
la résidence principale. Maintenant, si tu as une maison, ok, tu as une maison et c'est la maison où ce que tu habites. Lorsque tu vas vendre cette propriété-là, le profit que tu vas faire de cette vente, elle n'est pas imposable. Parce que c'est la vente de ta résidence principale et la vente de la résidence principale n'est pas imposable. Donc ça, encore là, c'est un autre levier fiscal que l'immobilier possède qui fait en sorte que investir en immobilier, c'est très intéressant. L'immobilier, c'est aussi très fort parce que ça répond à un besoin constant, le besoin de se loger. Ça, c'est les besoins de base dans la pyramide de Maslow. Si vous ne savez pas c'est quoi, allez voir. En gros, c'est juste la pyramide des besoins de Maslow, en gros. Et ça vient identifier chacun des besoins humains que les humains rencontrent. On a les besoins de se loger, de se vêtir, les besoins de base, de se nourrir. Ensuite, on a des besoins d'accomplissement, de social, d'avoir une vie sociale, des choses comme ça. Bref, donc l'immobilier vient répondre aux besoins du logement. Un besoin qui est nécessaire, un besoin qui est vital, qui est de base. Tout le monde a besoin de se loger. Donc, ça fait en sorte que les gens auront toujours besoin d'un espace où vivre. Et si on dit que, OK, l'immobilier dans lequel tu veux investir, c'est pas de l'immobilier dans les immeubles, c'est, exemple, acheter des terrains, c'est la même chose parce que même si tu peux acheter un terrain aujourd'hui, même s'il n'y a rien qui est construit dans ce terrain-là maintenant, mais au fil des années, dans le secteur où tu auras acheté ce terrain-là, peut-être qu'une municipalité voudra maintenant bâtir quelque chose. Peut-être que la municipalité dans laquelle tu as acheté le terrain est une municipalité en développement et ça va faire en sorte que dans quelques années, ton terrain va donc quadrupler sa valeur parce que des facteurs externes à toi-même font en sorte que même en ne faisant rien, l'économie autour de toi, la société autour de toi travaille pour toi et fait en sorte que ton actif gagne de la valeur sans que tu n'aies rien mis, sauf acheter ton terrain. Le troisième point, et je continue, l'immobilier est vraiment regorge de leviers. Regorge de leviers. Un point qui est très puissant avec l'immobilier, c'est que c'est l'inflation. On a parlé à quel point que l'inflation, c'est notre premier ennemi. Okay? L'ennemi de nos finances numéro 1, c'est l'inflation. L'affaire, c'est que quand tu es seulement consommateur, que tu sois locataire ou bien propriétaire d'une résidence sans stratégie, l'inflation peut avoir l'air de ton ennemi. Okay? Tout augmente, si ton électricité augmente, pour prendre soin de ta maison, ça augmente. Juste les autres, ta vie augmente en général, le loyer augmente, à chaque renouvellement hypothécaire, le taux d'intérêt il a changé, les versements hypothécaires aussi augmentent. Donc, on peut voir comme si que l'inflation est ton ennemi toujours. Mais maintenant, dans un terme locatif, dans un terme d'entreprise, ok, l'inflation en fait arrête d'être un problème. L'inflation commence à arrêter d'être un problème et au contraire, ça devient même ton associé. Je t'explique pourquoi. L'inflation, ça fait monter le prix, ça fait monter le coût de vie, n'est-ce pas? Donc, le coût des matériaux augmente, le coût de la main-d'œuvre augmente, le coût d'une construction augmente, n'est-ce pas? Encore là, on pense que c'est un problème. Mais l'affaire, c'est que même si ton immeuble a été construit il y a 10, 20 ou 40 ans, le coût de remplacement de ton immeuble, c'est le coût de remplacement au jour d'aujourd'hui. Donc, peut-être qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, ton immeuble, pour le construire, ça avait coûté 200 000. Mais aujourd'hui, si tu devais reconstruire le même immeuble, ça te coûterait 600 000. Donc maintenant, l'inflation devient ton associé, devient ton ami, et au lieu que tu subisses l'inflation, tu te positionnes dans un actif dans lequel où ce que l'inflation travaille pour toi. Maintenant, l'inflation peut te servir au lieu que toi, tu deviens esclave de l'inflation. Et si je continue dans mon exemple, c'est qu'en réalité, c'est qu'à cause du coût de remplacement de ton immeuble qui a changé, ça fait en sorte que quand ça va être le temps de vendre ton immeuble, tu pourras le vendre au prix du marché présent parce que si on devait reconstruire la même maison autour d'aujourd'hui, ça coûterait tant. Donc, la personne qui veut acheter la maison au temps d'aujourd'hui,
ça lui coûtera tant et non pas le prix de il y a 40 ans que tu as payé pour le faire construire. Donc, l'immobilier contient du levier financier, l'immobilier contient du levier fiscal et en plus, ça vient régler un problème fondamental qui est le problème du logement. OK? Le désavantage, par contre, OK? Il n'y a pas juste des avantages dans l'immobilier. Le désavantage, c'est que ça coûte cher. OK? L'immobilier, ça coûte cher. Les coûts de départ pour investir en immobilier, ce ne sont pas les mêmes coûts de départ pour investir dans le stock market. L'argent que tu vas mettre dans des actions, ce n'est pas le même argent que tu vas mettre dans l'immobilier. La mise de fonds, les frais de notaire, l'entretien, les impôts, les imprévus, tout ça, ça demande beaucoup de tes ressources. Et ces ressources-là, tu les trouves comment? Dans la majorité du temps, c'est à travers ton travail. Et dans une saison où tu construis ton parc immobilier, tu peux avoir l'impression que tout ton argent sert à bâtir et qu'il ne te reste plus rien pour profiter. Like, you feel like you're broke. When you invest in real estate, you are broke. Okay? And you're not broke parce que you're spending your money. You're broke because you're investing it in real estate, which is so expensive. Puis, c'est ça, donc il te reste pas grand-chose pour profiter, il ne te reste pas grand-chose pour semer. Tu aimerais semer dans des personnes, tu aimerais semer dans des dons, tu aimerais semer plus à l'église, tu aimerais semer plus dans des œuvres sociales, mais tu peux pas parce que tout ton argent s'en va où? Dans ton investissement immobilier. Fait que ça, c'est vraiment le plus gros désavantage dans l'immobilier, c'est que ça te demande extrêmement beaucoup de ressources. Et comme, ça vient avec un esprit de pauvreté parce que c'est genre, je peux pas dépenser, je peux pas dépenser, je peux pas dépenser, je peux pas profiter de la vie, je peux pas... Pourquoi? Parce que tout mon argent va dans l'investissement immobilier. Et le troisième actif qu'on va voir aujourd'hui, le troisième actif, c'est l'actif le plus puissant parce que cet actif-là comprend le levier financier, le levier fiscal et le levier humain. Et on va parler de ça maintenant, c'est l'entreprise. L'entreprise. Pourquoi c'est le levier le plus puissant? Premièrement, le système financier de ce monde, ok, est bâti de manière à encourager les entreprises. Les entreprises, elles font quoi? Elles créent de l'emploi. Elles créent l'économie. Elles contribuent énormément à l'économie parce que sans les emplois, les gens ne consomment pas, les gens ne dépensent pas et l'économie ne bouge pas. Et elles paient des impôts. Donc, ça contribue à l'économie. Ça produit des services et ça produit des solutions. Donc, l'entreprise, à cause que l'entreprise fournit tout ça, à cause que l'entreprise procure tout ça, le gouvernement, la loi de l'impôt, va leur donner beaucoup d'avantages. Avantages fiscaux, avantages de financement et de possibilités de croissance. Parce que tu peux aller demander un prêt pour investir dans ton entreprise. Au niveau de l'impôt, tu es imposé seulement sur ton profit. Dépendamment du type d'entreprise que tu possèdes, le profit, si tu le réinvestis, tu n'es même pas imposé dessus. Donc, il y a vraiment une possibilité infinie de croissance avec l'investissement dans une entreprise. Donc, c'est comme je disais, l'entreprise te donne accès à plusieurs leviers financiers, personnels et fiscal. Et surtout, l'entreprise c'est un endroit où ce que tu peux mettre à profit tes dons. Les dons que Dieu a mis en toi. On connaît la puissance du don. Parce que le don a été donné par Dieu. Donc, quand tu es capable de mettre à profit ton don quelque part, tu viens t'associer à Dieu qui t'a donné ce don-là pour produire quelque chose de gros, de bon, d'agréable, de parfait. Donc, c'est vraiment un véhicule puissant pour transformer ton don en un impact social, en un impact dans la société, en de la valeur ajoutée dans la société, dans la vie des personnes et en revenus. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes, surtout les personnes les plus riches, vous allez voir que, en réalité, je pense que, les riches de ce monde possèdent des entreprises. Point final. Les riches de ce monde possèdent des entreprises. Les riches de ce monde, ce ne sont pas des employés, ce sont des personnes qui ont bâti, qui ont construit, qui ont investi dans des entreprises. Ce sont des personnes qui ont créé de l'emploi. Ce sont des personnes qui ont créé de l'impact. Ce sont des personnes qui ont créé des solutions aux problèmes des gens. Ce sont des personnes qui ont impacté des vies positivement. Donc, c'est vraiment donc, en gros, c'est que quand tu investis dans une entreprise, ok,
quand ton entreprise est bonne, quand tu investis dans la bonne entreprise, au bon moment, avec, bien sûr, beaucoup de travail, ok? Quelques années de travail, tu es capable de bâtir une richesse infinie, une richesse générationnelle, une richesse éternelle. Donc, imagine-toi que tu mets tes dons à profit, tu prends tous tes dons, tes talents, tu te dis, ok, je vais les consacrer pour faire une entreprise. Avec ça, tu vas, bien sûr, avec la sagesse de Dieu, avec the counsel of God, the counsel of God, tu le fais au bon moment. Et tu mets quelques années de travail. Je ne dis pas de mettre 100 ans de travail, là. Quelques années, on parle de 5 à 10 ans de travail. 5 ans à 10 ans de travail bien fait, au bon moment, avec sagesse, avec intelligence et révélation, avec l'aide de Dieu, vont te générer des générations et des générations de richesses. 5 à 10 ans de travail, bien fait. C'est puissant. C'est extrêmement puissant. Le désavantage, ok? Puis je sais pas si c'est clair ou si je devrais expliquer plus, mais on va dire le levier des personnes. Pourquoi je parle de levier des personnes? Parce que tu emploies des personnes. Tu emploies des personnes, tu les formes à faire la même chose que tu es capable de faire, que tu sais que c'est un talent que Dieu t'a donné. Donc tu sais que c'est bon, agréable et parfait. Tu leur enseignes à faire ça. Donc en faisant ça, tu crées des mini-toi qui sont capables de faire des choses comme toi, de régler des problèmes comme toi. Donc ton impact n'est pas limité à toi, mais ton impact commence à s'expandre. Plus tu formes les gens, plus tu emploies les gens. Donc le levier des personnes, le levier humain, est une très grande puissance dans ton entreprise. Pourquoi? Parce que tu emploies des gens qui vont faire la même chose que toi. Le levier financier, pourquoi? Parce que tu es capable d'aller contracter des prêts pour bâtir ton entreprise. Et les rendements de ton entreprise sont, dans la plupart du temps, les rendements d'une entreprise sont beaucoup plus élevés que le taux d'inflation. Donc, l'inflation n'a aucun... L'impact de l'inflation est minime sur ton entreprise. Et le levier fiscal, bien sûr, parce qu'on a vu, tu es imposé après déduction de toutes tes dépenses. Le désavantage de l'entreprise, on va parler de désavantage. L'entreprise demande des compétences, ça demande des skills, ça demande de la sagesse, ça demande une croissance spirituelle. Don't be fooled. Les personnes qui ont réussi dans l'entreprise, les personnes qui ont réussi dans les entreprises, ce sont des personnes spirituelles. Peu importe c'est quoi la spiritualité, mais ce sont des personnes spirituelles. Il y en a qui ont la spiritualité du Christ, il y en a qui ont de la spiritualité de autre chose, mais ça reste que ce sont des personnes spirituelles. Ce sont des personnes qui exercent leur sens. Ce sont des personnes qui exercent leurs dons, leurs talents. Ce sont des personnes qui exercent, donc, their skills, leur sens vraiment. Et à cause qu'ils exercent leur sens, ça fait en sorte qu'ils sont des personnes qui sont discernées. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de révélations. Vous allez voir, les gens parlent de leur guts. Oh, I trust my gut. Vous allez voir, ces personnes-là, ils savent reconnaître quand un deal est pas bon, quand un deal est bon. Ils savent reconnaître quand les gens leur mentent et quand les gens sont sérieux. Ils savent reconnaître quand les gens veulent les arnaquer et quand les gens, c'est un réel projet. Pourquoi? Parce qu'ils exercent leur sens dans la spiritualité. Et c'est la même chose pour un chrétien entrepreneur, un chrétien chef d'entreprise. Il doit consulter son Dieu. Nous devons consulter notre Dieu. On ne fait pas les choses comme qu'est-ce qu'on pense là. On doit être connecté à l'Esprit de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va faire en sorte que nous soyons des personnes qui avons du discernement dans les actions que nous faisons, dans les projets que nous menons. Donc, il faut avoir du discernement. Et le discernement, ça se travaille dans la prière. C'est dans la spiritualité. Donc, voilà. Et bien sûr, la croissance personnelle. On a vu, la première chose dans laquelle tu dois investir dans ta vie, c'est en toi-même. En toi-même. Là, je viens de parler de spiritualité. La spiritualité, c'est investir en soi-même. Mais il y a aussi la croissance personnelle. Tu dois augmenter ton intelligence. Tu dois augmenter les connaissances que tu as. Tu dois croître personnellement. Donc, et tout ça, c'est pas facile. C'est pour ça que ça fait partie des désavantages de l'entreprise. C'est que l'entreprise demande une croissance continuelle. Une croissance continuelle de toi. Une croissance continuelle de ton entreprise. Les tendances. Le monde change. Est-ce que ton entreprise va être capable de croître avec le monde ou bien il va se retrouver en arrière alors que le monde continue à avancer?
Donc, tout ça, c'est pas facile. Ça fait partie des désavantages. Il faut toujours se réinventer. Il faut toujours chercher des nouvelles façons, des nouvelles solutions. Il faut toujours s'adapter. Et l'adaptation n'est pas toujours facile. Le changement, ce n'est pas toujours facile. Donc, tu dois apprendre à bâtir des skills. Tu dois t'entourer de bonnes personnes. Tu dois t'entourer des personnes qui sont utiles à ta vision. Tu dois éviter de perdre du temps en faisant des erreurs que tu aurais pu éviter si tu avais un mentor. Investir dans un mentor, c'est pas cheap. C'est pas cheap avoir un mentor. Il faut bâtir la discipline. Et il faut que tu aies une direction claire. Toutes ces choses-là, toute la combinaison de ces choses-là, ça fait en sorte que c'est un désavantage, en fait, avoir une entreprise. Ça fait partie des désavantages d'avoir une entreprise. Mais comme on a vu, en fait, toute chose a ses avantages et ses désavantages. Maintenant, c'est de choisir dans lequel qu'on va mettre de l'énergie, lequel qu'on va choisir. Donc, en résumé, les actifs papier offrent la paix, la sécurité. Par contre, c'est plus lent à grossir. L'immobilier, lui, c'est du levier vraiment concret, mais ça demande beaucoup de ressources de notre part, des ressources financières. Et pour finir, l'entreprise, c'est le plus haut niveau de levier, mais ça demande beaucoup de croissance, d'efforts, de compétences, de sagesse. Donc maintenant, la vraie question à se poser, c'est vraiment dans ta vie, où est-ce que tu es présentement. Quel est l'actif qui est le plus réaliste pour toi? Et pourquoi? Et donc, quel est l'actif qui est le plus réaliste pour toi dans la saison dans laquelle tu te trouves présentement? Et que tu peux commencer maintenant. Que tu n'as pas besoin de encore attendre et repousser. Toutes ces années que tu repoussais pour tes finances, toutes ces années que tu repoussais pour commencer à ouvrir un compte d'épargne, d'investissement, toutes ces années que tu attendais pour commencer à mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir en immobilier, toutes ces années où ce que tu attendais pour pouvoir ouvrir cette entreprise-là que Dieu t'avait mis à cœur, mais que tu avais peur de te lancer dedans. Parmi ces 3 types d'actifs qu'on a vus ensemble, quel est celui que tu peux commencer maintenant et qui fait le plus de sens pour toi? OK? Le devoir de la semaine. On aura un devoir cette semaine. Je vais l'envoyer dans le groupe parce que je l'ai fait en plusieurs sections et je veux que vous puissiez y répondre tranquillement. Ça sera un PDF, donc vous pourrez répondre directement dans le PDF et le garder pour vous, pour votre consultation personnelle, pour que vous puissiez y retourner au moins à chaque semaine, au moins à chaque 2 semaines, pour garder votre vision fixée sur vos objectifs et pour vous assurer que vous allez atteindre ces objectifs-là à la fin de l'année 2026. Que l'année ne puisse pas terminer et qu'il n'y ait pas aucun des objectifs que vous puissiez avoir coché dedans. OK? Cette année, on évolue. Cette année, on agit. On arrête de rester paralysé. On arrête de réfléchir, mais on agit. OK? Donc, dans le devoir, il y aura une section pour diagnostiquer ta saison. Dans quelle saison tu te trouves? Est-ce que tu es dans une saison de construction, de stabilité, d'accélération, de guérison, d'apprentissage? Tu es dans quelle saison de ta vie présentement? Et par rapport à la saison dans laquelle tu te trouves, c'est quel actif qui est le plus réaliste pour toi d'investir dedans? Est-ce que ça va être la liquidité? Est-ce que ça va être l'immobilier? Est-ce que ça va être l'entreprise? Et il y a plusieurs autres points dans le devoir, mais vous allez le voir, je vais l'envoyer dans le groupe. Donc, c'était vraiment tout pour aujourd'hui. On va prier. Seigneur Jésus, je te bénis pour ce moment que nous avons eu ensemble. Je te bénis pour ton intelligence, Seigneur Jésus. Dans ta parole, je te dis, à la sagesse, ajoutez l'intelligence. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous sommes venus rajouter de l'intelligence à la sagesse que nous possédons déjà, Seigneur, par ta grâce. Seigneur, que tu puisses mettre la conviction en nous de ce que nous devrions commencer maintenant, Seigneur Jésus. Que tu puisses nous convaincre, Seigneur Jésus, et nous parler, nous révéler la saison dans laquelle nous nous trouvons et nous convaincre de la chose que nous pouvons mettre en place aujourd'hui, maintenant, afin que nous puissions commencer maintenant à avancer avec toi, avancer dans la vision que tu as tracée pour nous, avancer dans le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur Jésus. Continue de nous parler, de nous guider, de nous inspirer, Seigneur Jésus, et amène à ce qu'il y ait un changement réel dans nos vies, dans nos finances, dans l'influence que nous portons dans le monde, dans la position que nous occupons dans le monde, Seigneur Jésus, afin que nous puissions être cette lumière qui impacte, cette lumière qui change les vies, Seigneur Jésus.
nous remettons entre tes saintes mains, nous te bénissons pour ce moment, nous te bénissons pour la croissance, nous te bénissons pour le changement, Seigneur Jésus, et pour l'élévation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne semaine. Merci encore d'avoir participé. On se voit la semaine prochaine. Bisous. J'ai oublié. Je vais envoyer un sondage dans le groupe parce que je pense que je vais changer les jours de... Je pense que je vais changer les jours de live parce que je suis fatiguée. Je suis fatiguée les dimanches. Ce sont des grosses journées pour moi. Je vais à l'église. Après, je rentre à la maison et je prépare le cours. Donc, c'est très chargé. Donc, je suis en train de regarder si il n'y aurait pas un autre jour de la semaine qui serait mieux pour le faire. Je suis encore en train de réfléchir. Peut-être qu'on va garder ça le dimanche puis que je vais juste arranger mes autres choses le dimanche. Mais pour l'instant, là, ça commence vraiment à m'épaiser. Donc, je pense changer la journée. Je pensais au vendredi soir. Vendredi soir, 20h ou 20h30. Laissez-moi savoir si ça fait du sens pour vous. Mais j'ai envoyé dans le groupe un sondage pour voir quel jour serait le mieux. Bye, bisous.